Hello and welcome to another episode of Bonjour India et and bienvenue Global dans un Left. nouvel épisode de India and Global Left. Si vous découvrez l'émission, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez aussi devenir membre YouTube, mécène, ou faire un petit don via le lien dans la description. Sans plus attendre, accueillons notre invité de ce soir, l'ambassadeur Chas Freeman. L'ambassadeur Freeman est un diplomate américain à la retraite, auteur et commentateur politique. Ambassadeur Freeman, bienvenue de nouveau dans India and Global Left. Ambassador Freeman, welcome back to India and Global Left. Merci Jyotishman. Je suis heureux d'être avec vous. I wanted to start with Je voulais commencer par vous demander comment vous voyez la situation entre les États-Unis et l'Iran. Nous sommes toujours dans la période de 60 jours de négociations sur le protocole d'accord. Même si les États-Unis ont commencé à bombarder l'Iran pendant 13 jours, avant de suspendre ses frappes vendredi dernier. Depuis, nous observons une pause relative, même si l'escalade régionale a été notable, notamment en Arabie Saoudite et en Irak. Pouvez-vous nous faire un point sur la situation? Dans quelle phase de la diplomatie de guerre entre les États-Unis et l'Iran nous trouvons-nous? War diplomacy between US and Iran are we in? Well, first of all, the memorandum of understanding, Eh bien, tout d'abord, le protocole d'accord, ou plus exactement, le protocole de désaccord, est mort. Il n'est plus en vigueur. Il a été violé très peu de temps après sa conclusion par les États-Unis, puis par l'Iran. Et les Iraniens ont clairement fait savoir qu'ils ne reviendront pas à la table des négociations tant que le protocole d'accord ne sera pas mis en œuvre par les États-Unis. Or, les États-Unis n'ont manifestement aucune intention de faire ce qu'ils étaient tenus de faire dans le cadre de cet accord. Retirer les Israéliens du Liban, cesser les attaques verbales et militaires contre l'Iran, permettre à l'Iran de contrôler le trafic dans le détroit d'Ormuz pendant 60 jours, sans péage ni frais, et, plus largement, de bénéficier d'une sorte de cessez-le-feu. Ce cessez-le-feu n'a pas duré très longtemps. C'était un cessez-le-feu aux caractéristiques israéliennes. It was a ceasefire with Israeli characteristics. That is, one side was required to ceasefire and the other didn't. Autrement dit, un camp devait respecter un cessez-le-feu et l'autre non. Voilà le contexte. Mais je pense qu'il est très important de replacer l'attaque iranienne contre la Jordanie la nuit dernière dans son contexte. Vendredi dernier, Donald Trump a rencontré ses conseillers en politique étrangère et ses conseillers militaires. Ils lui ont essentiellement dit deux choses. Premièrement, nous approchons de l'épuisement complet de systèmes d'armes essentiels pour ce conflit avec l'Iran. Cela concerne notamment notre capacité à intercepter les missiles et les drones iraniens. Cela concerne aussi certains types d'armes à distance, comme les missiles Tomahawk, par exemple. Nous avons épuisé nos stocks, et si nous continuons ainsi, nous ne serons plus capables de répondre à d'éventuelles situations d'urgence, ni de remplir nos obligations ailleurs. Donc, d'un point de vue militaire, il faut mettre un terme à cela. Deuxièmement, d'un point de vue politique, c'est désastreux. Second, from a political point of view, this is disastrous. You are down in the polls now. Vous êtes désormais à environ moins 25% dans les sondages en termes de soutien de l'opinion publique américaine. Nous nous dirigeons vers des élections de mi-mandat qui détermineront votre héritage politique. Et de fait, nous renforçons le blocus iranien du détroit d'Ormuz par notre propre blocus. Cela garantit que nous sommes sur le point de subir un choc énergétique d'une ampleur stupéfiante, avec d'énormes hausses de prix. Et vous avez perdu la capacité de faire baisser les prix par vos déclarations. Donald Trump a manipulé très ouvertement le marché du pétrole et la bourse. On lui a donc dit, vous devez mettre fin à ça. Et c'est ce qu'il a fait en réponse. Il a ordonné une pause dans les combats avec l'Iran. Ce que l'Iran vient de faire, je dirais, c'est deux choses. Premièrement, réaffirmer la réalité selon laquelle il y a deux parties dans cette guerre et qu'une partie ne peut pas exiger ni imposer un cessez-le-feu à l'autre. Il n'y a donc pas de cessez-le-feu. Quand vous entendez le CENTCOM dire qu'il y a eu, je cite,
une apparente attaque surprise, il y a là deux mots qui n'ont aucun sens. Le premier, c'est « apparente ». En réalité, c'était bien une surprise. C'était une attaque. Des images prises par satellite montrent que tandis que le CENTCOM affirmait qu'il n'y avait eu aucun dégât et que l'Iran disait qu'il y en avait eu des considérables, la vérité se situait quelque part entre ces deux extrêmes. Il y a eu des dégâts, mais ils n'étaient probablement pas très importants. Et deuxièmement, l'Iran a de fait reconnu que les États-Unis se sont vus imposer un cessez-le-feu par leur propre épuisement, par l'épuisement de leurs propres capacités. Autrement dit, l'Iran a reconnu la réunion de vendredi. Et dans ce contexte, l'Iran a choisi de ne pas mener une attaque surprise, parce qu'il n'a pas proclamé de cessez-le-feu ni de pause dans la guerre. Il ne devrait donc y avoir aucune surprise qu'il ait attaqué, car il veut souligner plusieurs choses. Premièrement, son opposition au déploiement continu de forces américaines dans sa région contre lui. Il a adopté comme doctrine la norme israélienne de l'attaque préventive, et cela prévaudra désormais. Quand l'Iran percevra la possibilité d'une attaque contre lui, il répondra de manière préventive. Cela n'est pas conforme au droit international traditionnel, mais c'est tout à fait dans la lignée du précédent israélien. Deuxièmement, les États-Unis ont pour l'essentiel été chassés des bases du Golfe qu'ils utilisaient autrefois contre l'Iran et contraints de se concentrer en Israël et en Jordanie. Et je pense que l'Iran veut imposer une concentration des forces en Israël. Je ne pense pas qu'il veuille attaquer la Jordanie, mais il serait très heureux d'attaquer Israël. Il cherche donc à pousser les forces américaines vers Israël. Et à ce sujet, il y a deux signes avant-coureurs importants à relever. D'abord, des commandants militaires américains ont déclaré que le seul environnement sûr pour les forces américaines consistait à les concentrer en Israël, et que nous devrions retirer nos forces d'autres parties de la région pour les concentrer en Israël. C'est ce que veut l'Iran, parce que cela regroupe les cibles en un seul endroit commode. Et ensuite, bien sûr, là, j'ai perdu le fil de ma pensée. Mais je dirais que l'Iran ne veut pas seulement que les États-Unis se concentrent en Israël. Il espère aussi nous y rabattre. Et je pense que l'autre facteur ici, qui illustre à quel point toute la région est en feu, c'est l'attaque conjointe des États-Unis et de l'Arabie saoudite contre des éléments des forces de mobilisation populaire en Irak. À mon avis, elle sert très bien plusieurs objectifs saoudiens. D'abord, l'Arabie saoudite limitait l'utilisation de son territoire par les Américains contre l'Iran. Elle ne veut pas être impliquée dans une guerre avec l'Iran. Mais cette attaque répond à la pression politique intérieure en Arabie saoudite pour contrer les attaques iraniennes contre des installations saoudiennes, y répondre et les venger. Plus précisément, contre la base aérienne Prince Sultan à Al-Kharj, au sud de Riyad. C'est donc une bonne politique pour l'Arabie saoudite. Deuxièmement, cela réaffirme, aux yeux des États-Unis, l'alliance de l'Arabie saoudite avec les États-Unis. Nous ne sommes peut-être pas alliés contre l'Iran, mais nous le sommes contre les attaques iraniennes menées contre l'Arabie saoudite par d'autres forces. Troisièmement, cela rappelle au gouvernement de Bagdad que les forces de mobilisation populaire qui font partie de l'armée irakienne doivent être maintenues sous contrôle, et que le gouvernement de Bagdad devra rendre des comptes lorsqu'elles ne le sont pas. Et ce n'est pas une rupture avec la politique saoudienne passée, car les Saoudiens se sont vivement opposés à différents éléments de ce qu'on appelle l'axe de la résistance, que ce soit le Hamas, au motif que le Hamas est un mouvement démocratique associé aux frères musulmans et constitue donc une menace pour la légitimité de l'État saoudien, ou le Hezbollah, parce qu'il est chiite et qu'il s'oppose aux forces sunnites au Liban et en Syrie, que l'Arabie saoudite a traditionnellement soutenues. Donc c'est cohérent.
Ce sont des forces de résistance chiites alignées dans une certaine mesure sur l'Iran. La participation de l'Arabie saoudite à l'attaque américaine est donc une bonne politique en Arabie saoudite, une bonne politique dans la région, et elle est conforme à la politique saoudienne traditionnelle. Et bien sûr, tout le monde peut accuser l'Iran de ces attaques. Mais on ne sait pas clairement si elles ont effectivement été orchestrées par l'Iran ou non. Il en allait de même pour les autres forces de résistance. L'Arabie saoudite, qui est restée remarquablement passive pendant la guerre, a donc maintenant trouvé un moyen d'agir qui sert ses propres intérêts. Bien sûr, au milieu de tout cela, n'oublions pas qu'Israël continue de commettre un génocide à Gaza. Il construit un mur de séparation, pour confiner les Palestiniens de Gaza sur environ 30% du territoire d'origine qu'ils occupent. Il a tué, nous ne savons pas combien, mais le nombre se chiffre certainement en centaines de milliers, et non au chiffre officiellement admis de 73 000 Palestiniens sur place. Il mène une campagne déchaînée en Cisjordanie, avec un soutien actif à la violence des colons, à des pogroms contre des fermes, des familles et des villages palestiniens, ainsi que contre des camps de réfugiés. Et bien sûr, il bombarde activement et mitraille des gens au Liban. Sous l'égide des États-Unis, il a conclu un marché impie avec le gouvernement libanais, avec lequel il n'était pas en guerre. Instaurer un cessez-le-feu et y ajouter un effort commun pour anéantir ou limiter le pouvoir du Hezbollah, qui est un ennemi commun du gouvernement et d'Israël. Mais ce faisant, il s'en prend à la seule force au Liban qui défend la souveraineté libanaise contre l'agression israélienne, à savoir le Hezbollah. Et enfin, bien sûr, il y a en Syrie une lutte en cours qui implique de multiples facteurs, notamment l'influence turque. Et nous avons l'ancien Premier ministre israélien, candidat aux élections d'octobre, Naftali Bennett, qui déclare qu'après avoir mis l'Iran à genoux, Israël devra se retourner contre la Turquie. Nous voyons donc là une illustration du fait qu'Israël n'a pas retenu cette vérité fondamentale. Sa quête d'une domination et d'une sécurité absolue dans sa région signifie une insécurité absolue pour tous les autres et favorise la formation de coalitions et de coopération contre lui. Enfin, Israël, bien sûr. Malgré la rencontre avec le Premier ministre Netanyahou, c'est ce que je voulais évoquer à propos de la Jordanie, je suppose que Netanyahou affirme que sa rencontre avec Trump a été la meilleure de toutes. En fait, Trump l'a probablement informé que nous concentrions nos forces en Israël, et Netanyahou a sans doute pensé que c'était une excellente garantie pour la survie d'Israël, qui est autrement de plus en plus menacée. Mais, comme je l'ai dit, du point de vue iranien, c'est une concentration commode de cibles dans une seule zone vulnérable. Quoi qu'il en soit, l'attaque iranienne contre les installations en Jordanie a rappelé que la guerre n'est pas terminée. Et cela a même pu être une tentative iranienne d'imiter Trump en manipulant les prix du pétrole qui ont augmenté après l'attaque iranienne. Désolé, c'est une avalanche d'informations, mais c'est le mieux que je puisse faire. Sorry, that is an avalanche of information, but best I can do. Yeah, that's great. Oui, c'est exact. J'ai beaucoup d'abonnés. Mais permettez-moi de revenir sur les contraintes auxquelles les États-Unis font face pour mener cette guerre, comme vous l'avez dit. Qu'il s'agisse des pénuries ou des informations faisant état de pénuries de missiles Tomahawk ou de missiles destinés à intercepter les attaques contre les bases américaines et leurs alliés. Qu'il s'agisse de l'impopularité de la guerre sur le plan intérieur, qui atteint environ 70% selon certains rapports, ou encore de la situation économique, compte tenu du niveau historiquement bas des réserves stratégiques de pétrole et de l'effet inflationniste que cela crée sur le marché pétrolier, au-delà de son impact sur l'agriculture, dans un contexte d'inflation. C'est une année El Niño dans l'ensemble de l'océan Indien. Il y a des vagues de chaleur en Europe.
Tout cela fait grimper les prix agricoles en général, sans parler du fait que le Brésil devance désormais les États-Unis dans de nombreuses exportations agricoles en raison de sa proximité avec la Chine. Donc, si tous ces éléments dissuadent les États-Unis de poursuivre la guerre, qu'est-ce qui maintient réellement cette guerre en vie? Well, I think the main thing is Donald Trump, who seems to Eh bien, je pense que le principal, c'est Donald Trump, qui semble avoir deux intérêts qui passent avant l'intérêt national des États-Unis. Le premier, c'est de gagner de l'argent. Lui et ses émissaires, Witkoff et Kushner, ont tiré un énorme avantage financier de cette guerre et continuent de le faire. Le second, c'est la gratification de son ego. Il domine les médias, l'actualité. Tout le monde se focalise sur lui. Et le narcissique malin qu'il est trouve cela très satisfaisant. Mais le problème fondamental, vous savez, c'est que vous avez évoqué, et moi aussi, tous les facteurs qui jouent contre la poursuite de cette guerre. C'est-à-dire le risque de récession économique, voire de dépression à l'échelle mondiale, et le retour de bâton des consommateurs américains à mesure que les prix continuent d'augmenter. the blowback from the American consumer as prices continue to rise. And by the way, there has been a significant rise. Et d'ailleurs, il y a déjà eu une hausse importante à cause de la guerre, mais pas encore le choc majeur auquel nous sommes probablement confrontés aujourd'hui, du fait de l'épuisement de nos réserves stratégiques de pétrole, de l'incapacité à contrôler les prix, et du fait que nous avons besoin de pétrole brut sulfuré du Golfe Persique pour produire du carburant, d'aviation et du diesel. Or, ce sont des éléments clés de notre système de transport, qui va lui aussi subir un choc des prix en raison des pénuries. Tous ces facteurs sont présents. Et il y a aussi la pression des alliés, dont aucun ne veut de cette guerre. On voit les Arabes du Golfe, qui sont des États protégés des États-Unis depuis le départ du Royaume-Uni de la région en 1967, discuter discrètement avec l'Iran des arrangements d'après-guerre qui excluront toute présence américaine. Donc, tout cela est très mauvais. Mais cela ne l'emporte pas sur l'approche personnelle de M. Trump. Je veux dire, pour une raison ou une autre, il se sent libre de tuer le père du dirigeant iranien et de le traiter de raclure, puis de se retourner et de dire « Bon, vous devez conclure un accord avec moi ». Je pense qu'il y a eu du côté américain une erreur fondamentale de lecture de l'impact de cette guerre et de ce qui l'a précédé sur l'opinion publique iranienne. L'hypothèse était que les Iraniens reprocheraient à leur gouvernement de les avoir, d'une manière ou d'une autre, entraînés dans cette guerre, alors même que bien sûr ce ne sont pas eux qui l'ont déclenchée, et qu'ils feraient donc pression sur le gouvernement pour négocier avec les États-Unis, pour trouver une issue. Mais je pense que l'effet a été exactement l'inverse. C'est le public iranien qui réclame vengeance. Et les gardiens de la révolution islamique sont plus pragmatiques. Et je pense qu'ils ont fait preuve d'une grande habileté dans leur conduite diplomatique. Ils ont une stratégie, ils s'y sont tenus. Et cela réfute l'hypothèse erronée de l'Occident, des États-Unis en particulier, et d'Israël, selon laquelle on peut réussir à amener l'opinion publique iranienne à s'opposer à la guerre en frappant l'Iran. Nous verrons, au cours des prochaines semaines, si l'appréciation que les Iraniens ont de l'opinion publique américaine est juste ou non. Les Iraniens estiment clairement qu'en fermant le détroit d'Ormuz et en refusant de coopérer avec l'administration Trump, ils peuvent isoler l'administration américaine, sur le plan intérieur comme international, et exercer sur elle une pression politique du fait de la hausse des prix à la consommation et des pénuries à laquelle elle ne pourra pas résister. Et donc leur hypothèse, je pense, c'est que les États-Unis finiront par faire ce qu'ils ont fait lors du premier round avec Ansar Allah, les Houthis au Yémen, déclarer victoire et repartir. Et là, je veux souligner un point qui, à mon avis, n'est pas suffisamment pris en compte. Cette flottille d'environ 25 navires, dont un ou deux à propulsion nucléaire,
a besoin de pétrole comme carburant. Or, ce pétrole n'est pas disponible dans la région, en raison du blocage à la fois du détroit d'Ormuz et désormais du détroit de Bab el-Mandeb. Je peux en parler, c'est une question distincte, quoique liée, de la confrontation entre l'Iran et les États-Unis. Le pétrole vient donc des États-Unis et d'autres endroits très éloignés de la région. Et une file de pétroliers parcourt des milliers de kilomètres à travers les océans pour maintenir cette flottille à flot et en mouvement. Deuxièmement, il n'y a pas de nourriture à acheter localement. Toute la nourriture vient donc de sources américaines ou d'autres sources éloignées de la région. Enfin, c'est un cauchemar logistique. Des déploiements de 5 mois, et dans certains cas, pour les équipages, des déploiements à l'étranger de plus d'1 an. L'usure des équipages et du matériel est immense. Ce n'est pas viable, et je pense que l'Iran le comprend. Donc, je pense qu'ils attendent de voir, car il n'y aura pas de négociation tant que les États-Unis n'auront pas accepté, confirmé et appliqué, avant toute négociation, les éléments du protocole d'accord, tant qu'ils n'auront pas accordé ces concessions d'emblée et ne les auront pas effectivement mises en œuvre. Il n'y aura pas de négociation, et l'Iran gardera le contrôle du détroit d'Ormuz, tandis que les États-Unis seront écartés du golfe Persique. Israël sera encore plus isolé qu'il ne l'est déjà, et l'Iran pourrait, ou non, choisir de frapper les forces américaines en Israël, ainsi qu'Israël lui-même, comme ultime geste dans cette phase précise des combats. Quel est l'impact de l'intensification du conflit entre l'Ukraine et la Russie ces derniers jours sur l'économie et les chaînes d'approvisionnement que vous venez d'évoquer? Je pense notamment au pétrole kazakh, qui transite par le port du CPC, habituellement utilisé pour atteindre l'Europe, où une grande partie serait raffinée. Cela perturbe la production de raffinage. En outre, ces ports de la mer Noire sont aussi essentiels pour le blé, les engrais et d'autres minerais. Quel est donc, selon vous, l'impact sur le marché du pétrole et sur l'économie mondiale en général? Ma deuxième question, que je voulais également regrouper ici, est la suivante. Il me semble que l'Ukraine cherche à établir un lien entre la guerre en Iran et celle en Ukraine, dans l'espoir que les États-Unis soutiennent plus directement leur guerre contre la Russie. Quelle est l'attitude de l'OTAN ou des États-Unis face à ce que fait actuellement l'Ukraine en Russie, mais aussi en Asie occidentale? Beaucoup de questions sont regroupées là-dedans. D'abord, les Russes comme les Iraniens ont conclu qu'il ne servait à rien de parler et de négocier avec les États-Unis. Ils ne peuvent pas adopter une position cohérente, ils ne peuvent pas appliquer un accord, ils ne peuvent même pas comprendre efficacement la situation. Ils sont incompétents et malhonnêtes. Cela veut donc dire qu'il n'y a aucune négociation en cours sur la guerre en Ukraine. La situation est compliquée par le bellicisme des Européens de l'Ouest qui semblent s'imaginer que la Russie a envahi l'Europe occidentale, alors qu'en réalité l'Europe occidentale, sous la forme de Napoléon et d'Hitler, a envahi ce qui est aujourd'hui la Russie. Et pourtant, la russophobie reste invincible dans la plupart des capitales européennes. Donc il y a la guerre. Il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de discussion sur la paix. Sur le terrain, en Ukraine, les Russes ont clairement conclu que la meilleure stratégie était d'avancer à un rythme constant. Cela fragmente et érode les éléments encore opérationnels des forces armées ukrainiennes, qui se sont montrées très ingénieuses, mais qui manquent d'effectifs. Et cela permet des gains territoriaux à un rythme régulier. La Russie vient de prendre quelques villes forteresses clés dans le Donbass et semble convaincue qu'elle peut, avec le temps, prendre le reste du Donbass. Entre-temps, en réponse à l'escalade ukrainienne contre elle, visant à la fois ses raffineries et ses installations pétrolières, ainsi que la navigation en mer Noire et en mer d'Azov,
Elle a tout bloqué. Elle a fermé la mer Noire à la navigation ukrainienne et attaque Odessa, le principal port. En pratique, la Russie a privé l'Ukraine de son accès à la mer. Elle n'a plus accès au port de la mer Noire qu'elle peut utiliser pour ses exportations. Et cela, en effet, comme vous le dites, tous ces événements réunis réduisent encore davantage l'approvisionnement mondial en pétrole, réduisent encore davantage l'approvisionnement en engrais et coupent des approvisionnements alimentaires essentiels venant à la fois de Russie et d'Ukraine, qui sont aujourd'hui le grenier à blé du monde. Tout cela est donc très négatif, dans la mesure où cela renforce les pressions politiques sur l'Occident, le Sud global et les États-Unis. Tout cela s'accroît. Pardon, votre deuxième question était... Vous aviez glissé une autre question à la fin. Pouvez-vous me rappeler laquelle? Oui, bien sûr. Je voulais simplement vous interroger sur l'attitude américaine face aux tentatives ukrainiennes de faire le lien. Oui, maintenant je me souviens. Les tentatives ukrainiennes de relier les deux théâtres en un seul, illustrées par une attaque contre la navigation en mer Caspienne. Oui, je veux dire, c'est un problème. Si vous donnez... Vous savez, les Chinois le comprennent, et je pense que l'Inde le comprend probablement aussi. Les alliances sont autant des passifs que des atouts. En fait, elles peuvent être davantage un passif qu'un atout. C'est clairement le jugement des Chinois. Parce que si vous fournissez à un allié des ressources, des équipements, et que vous le soutenez, il peut faire des choses que vous ne voulez pas qu'il fasse, et vous y impliquer involontairement. Et c'est exactement ce que l'Ukraine semble essayer de faire. C'est-à-dire profiter de l'embarras de l'administration Trump en Asie occidentale pour renforcer son engagement en Europe de l'Est. Donc oui, c'est bien ce qui se passe. Je ne sais pas à quel point cela fonctionne, mais je dirais que la réponse de l'administration Trump à l'Ukraine, aux demandes ukrainiennes de transfert de technologies supplémentaires et d'installations de production, est cohérente avec son démenti selon lequel les forces armées américaines manqueraient de munitions ou de capacités d'interception. D'un côté, ils le nient. De l'autre, ils affirment faire des investissements majeurs pour remédier à des pénuries dont ils nient l'existence. Mais le problème, c'est que même si les installations existent déjà, il faut compter entre 3 et 4 ans pour fabriquer un missile Patriot, au minimum 2 ans. Et donc, aussi ingénieux que soient les Ukrainiens, et ils le sont vraiment, les Russes le sont aussi. Ce sont des peuples très similaires, pas tout à fait les mêmes, mais similaires. Vous savez, on parle de tout ce qui est transféré à l'Ukraine et qui n'aura pas d'effet concret avant un moment dans les années 2030. Ce ne sera pas à temps pour sauver l'Ukraine de ce qui se passe sur le champ de bataille lui-même. Et chaque escalade menée par l'Ukraine, avec le soutien européen, en particulier britannique, et avec l'appui des agences de renseignement américaines qui fournissent des informations de ciblage, chaque étape d'escalade franchie par l'Ukraine entraîne une contre-escalade de la Russie. C'est donc un jeu perdant. Quand on est dans une guerre d'usure et qu'on est la partie la plus petite et la plus faible, c'est un désavantage. L'Ukraine vit donc à crédit. Vous avez beaucoup parlé de l'Arabie saoudite dans votre déclaration liminaire. J'avais une question de suivi. Vous avez dit que l'Arabie saoudite veut, désormais, bien sûr, venger certaines des attaques commises sur son sol et aussi contenir les groupes soutenus par l'Iran ou alliés à l'Iran en Irak ou plus largement dans la région, n'est-ce pas? Mais c'est aussi une rupture avec... Je veux dire, c'est cohérent, comme vous l'avez dit, avec la politique saoudienne traditionnelle. Mais en même temps, c'est une rupture avec ce que nous avons vu récemment. En 2022, la décision de l'Arabie saoudite de se retirer du Yémen, que ce soit dans une tentative de trouver une solution
ou de geler la situation telle qu'elle était, ou encore l'attitude plus réaliste qu'idéologique de Mohammed Ben Salman, ou les discussions de l'Arabie saoudite avec l'Iran. Autant d'éléments dont nous avons parlé. Ma question est donc la suivante. Même si cela est conforme à la politique saoudienne traditionnelle dans la région, quelle est la portée du retour à cette politique étrangère traditionnelle et expansive, par opposition à ce que nous avons vu de l'Arabie saoudite ces dernières années? D'autant que l'Arabie saoudite n'est ni le Qatar, ni le Koweït, ni Bahreïn. C'est une grande puissance régionale. Quelles en seraient les implications pour la politique régionale? Oui, je pense que l'élément clé ici, ce sont en réalité les évolutions au Yémen et leurs conséquences. L'Arabie saoudite, bien sûr, soutient et parraine le gouvernement yéménite, reconnu internationalement, qui se trouve à Aden et non à Sanaa, et elle s'oppose à Ansar Allah. Depuis 4 ans, comme vous l'avez dit, l'Arabie saoudite mène de facto au Yémen une politique de retenue, tout en manœuvrant dans une certaine mesure contre les Émirats arabes unis. Mais, fondamentalement, il y avait une trêve avec Ansar Allah, avec les Houthis. Cette trêve a été rompue lorsque le gouvernement reconnu internationalement a mené une attaque contre l'aéroport de Sanaa afin de perturber les déplacements des délégations yéménites vers l'Iran et depuis l'Iran dans le cadre de l'organisation des funérailles d'Ali Khamenei, le défunt guide suprême iranien. Les Houthis avaient toutes les raisons de vouloir tenir l'Arabie saoudite pour responsable de l'attaque menée par son mandataire, le gouvernement internationalement reconnu. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont affirmé que cela était en réalité imputable à l'Arabie saoudite et ils ont attaqué l'aéroport d'Abha dans le sud-ouest saoudien. Vous savez, cette région faisait historiquement partie du Yémen, mais elle est devenue saoudienne en 1933. Cela a donc provoqué une reprise de la guerre saoudo-yéménite, qui s'est désormais traduite par des frappes et des contre-frappes des deux côtés. Ainsi, en plus des frappes contre Abqaiq, le grand centre de transit pétrolier de la province orientale d'Arabie saoudite, mené par les forces de résistance irakiennes, nous avons maintenant des attaques yéménites contre les raffineries de Yanbu et ailleurs sur la côte ouest saoudienne, sur la côte de la mer Rouge. Je pense que c'est très regrettable. Je ne pense pas que les Saoudiens souhaitent que ça se poursuive. Mais j'y vois tout de même un avantage pour eux. C'est une occasion de plus de s'aligner sur les États-Unis contre les Houthis et Ansar Allah, qui attendent une intervention américaine contre leur blocus, un blocus sélectif du détroit de Bab el-Mandeb à l'entrée de la mer Rouge. Je précise qu'il s'agit d'un blocus sélectif. Il ne s'applique qu'aux navires saoudiens ou liés à l'Arabie saoudite, et même pas à tous. Nous avons vu 2 pétroliers saoudiens, 2 navires transportant du pétrole saoudien depuis Yanbu, franchir avec succès le détroit de Bab el-Mandeb en déclarant par radio qu'ils étaient des navires détenus et exploités par des entreprises chinoises. Et clairement, Ansar Allah ne veut pas impliquer les Chinois contre lui. Il a donc épargné le commerce pétrolier lié à la Chine. La capacité de la Chine à importer du pétrole n'a pas été affectée, tant s'en faut, aussi sévèrement que les gens l'imaginent. La Chine a fait 2 choses, ou plutôt 3. D'abord, elle a bien sûr réussi à réduire sa consommation de pétrole en misant encore davantage sur les énergies renouvelables et les véhicules électriques, y compris désormais les poids lourds électriques. Elle a demandé à ses raffineries de réduire leurs importations, mais aussi d'interdire les exportations de diesel et de carburant aviation. Cela inquiète les pays d'Asie du Sud-Est, devenus dépendants de ces raffineries chinoises.
De toute façon, en plus, une quantité considérable de pétrole iranien est stockée dans des pétroliers dans le détroit de Malacca et au large de la Malaisie. Il est disponible pour les Chinois. Donc ils n'ont pas vraiment souffert dans cette situation. Alors que vous, en Inde et d'autres pays d'Asie du Sud, d'Asie du Sud-Est ou d'Asie du Nord-Est, qui êtes les principaux consommateurs de pétrole du Golfe Persique, vous avez énormément souffert. Donc vous savez, dans la mesure où les stratèges américains qui se livrent à des fantasmes, et nous semblons en avoir une bonne réserve, imaginent que ce que nous avons fait dans le Golfe Persique va d'une manière ou d'une autre paralyser la Chine. C'est une erreur. Cela ne s'est pas produit. Cela a paralysé tout le monde, sauf la Chine. Est-ce un nouveau tournant dans la relation entre les États-Unis et l'Arabie saoudite? Parce qu'il me semble que ces derniers jours, vraiment tout récemment, les Américains essaient de se rapprocher davantage de l'Arabie saoudite qu'ils ne le faisaient un peu auparavant, disons pendant la guerre et les développements de ces dernières années. Probablement parce qu'ils ont vu les vulnérabilités des Émirats arabes unis et d'autres petits États du Golfe. Alors, est-il juste de dire que les Américains, qu'il s'agisse de la déclaration de Donald Trump sur l'accord nucléaire et de l'obligation pour les Saoudiens de faire partie des accords d'Abraham ou de l'attaque conjointe qu'ils ont menée contre l'Iran, tentent à nouveau de miser sur l'Arabie saoudite? Parce qu'ils ont besoin d'un point d'appui là-bas, en dehors d'Israël, dont vous avez dit qu'ils dépendent de plus en plus aujourd'hui. Et sur le Yémen aussi, il semble que traditionnellement, l'intérêt des États-Unis au Yémen ait davantage été aligné sur celui des Émiratis, parce que c'était leur priorité. Les régions du Sud, les ports et l'intérêt stratégique maritime, plutôt que l'Arabie saoudite, qui s'intéresse davantage au gouvernement intérieur. Donc oui, ma principale question est la suivante. Washington essaie-t-il plus activement de ramener l'Arabie saoudite dans son orbite? Je ne le dirais pas comme ça. Je pense qu'il est juste de dire que les États-Unis perdent des éléments majeurs de leur influence, de leurs liens et de leur coopération avec l'Arabie saoudite. Les Saoudiens ont limité l'utilisation par les Américains d'installations situées sur leur territoire contre l'Iran. Comme je l'ai indiqué, ils compensent désormais cela en participant aux attaques contre les forces de résistance en Irak. Et il pourrait aussi y avoir une convergence avec le Yémen. Mais il ne s'agit pas tant d'une volonté d'élargir les relations américaines avec l'Arabie saoudite, ni d'accroître leur dépendance à son égard, sauf dans un sens. Vous avez mentionné les accords d'Abraham. C'est un impératif intérieur pour les États-Unis. Ils n'ont vraiment rien à voir avec la réalité de la région d'Asie occidentale, où les populations de pays comme l'Arabie saoudite sont très majoritairement opposées à l'idée d'une normalisation avec Israël. Mais sur le plan politique, cela plaît au soutien plutocratique et sioniste de Donald Trump, à M. Netanyahou, ainsi qu'à l'ensemble du lobby sioniste. C'est donc, à mon avis, une politique motivée par des considérations intérieures. Quant aux Saoudiens, je pense qu'ils essayent très habilement de préserver certains aspects de leur relation avec les États-Unis, tout en prenant leur distance avec Washington. Ils démontrent donc leur utilité dans des contextes limités, par exemple avec l'Irak, peut-être avec le Yémen, tout en refusant ce que Washington veut principalement, une coopération contre l'Iran. Et vous savez, il y a une chose que je n'ai pas mentionnée, mais qui mérite de l'être, et qui est importante dans ce contexte pour l'Arabie saoudite. Celle-ci est désormais limitée, à l'exception des navires détenus et exploités par des intérêts chinois, à exporter son pétrole via Suez. Cela signifie des quantités plus limitées,
transportés sur des navires plus petits. C'est qu'une négociation active est en cours entre l'Iran et Oman sur le contrôle du détroit d'Ormuz et sur les conditions qui s'y appliqueront. Et je ferai 2 remarques à ce sujet. La première, c'est qu'Oman aurait apparemment fait une offre prévoyant des redevances volontaires et l'élargissement du mécanisme de contrôle afin d'y inclure d'autres membres du Conseil de coopération du Golfe. Nous n'en avons pas les détails, mais cela semble en être l'essentiel. Et cette offre territoriale l'Iran. Désolé, le dernier rapport que j'ai lu sur Al Jazeera disait qu'ils avaient proposé un partage à 50-50. Et l'Iran a dit 50% de notre côté des eaux territoriales, mais pas 50% du vôtre. L'Iran doit avoir un plus grand contrôle là-dessus. Je pense que cela fait partie du problème, de la division. Mais la question fondamentale est la suivante. Ces droits sont-ils obligatoires ou volontaires? Oman essaie donc de ménager les 2 camps. D'un côté, il cherche à apaiser ses partenaires du Conseil de coopération du Golfe. De l'autre, il tente de satisfaire les exigences iraniennes. Dans cette affaire, l'Iran a toutes les cartes en main. Et c'est d'autant plus vrai tant que les États-Unis renforcent le blocus iranien par le leur. Voilà pour un point. Et ici, je veux souligner une chose. Le régime de contrôle dans le détroit d'Ormuz représente un enjeu considérable, parce qu'il crée un précédent pour d'autres détroits. C'est une modification fondamentale du droit traditionnel de la mer, tel qu'il est consacré par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Et cela marquerait une évolution du droit international conforme à la vision israélienne, selon laquelle le droit international progresse à travers ces violations. Les violations créent de nouvelles réalités et de nouvelles normes. L'enjeu est considérable quant au résultat final du régime de contrôle dans le détroit d'Ormuz. En particulier, par exemple, pour votre propre pays, qui dépendra toujours de l'énergie provenant du Golfe Persique et dont l'accès sera conditionné par le passage dans le détroit d'Ormuz. Je dirais donc que c'est le moment pour une coalition internationale d'intervenir dans les discussions entre l'Iran et Oman et d'essayer de formuler des règles qui portent le moins possible atteinte. Il y aura toujours un préjudice à leurs intérêts en matière de liberté de navigation et d'accès aux sources d'énergie du Golfe Persique. Autrement dit, si le droit international est en train de changer, où est l'effort de la communauté internationale pour participer à l'élaboration de ce changement, afin qu'il ne soit pas totalement défavorable à ceux qui en dépendent? Au fait, les États-Unis ne dépendent absolument pas du détroit d'Ormuz. Notre implication dans le Golfe Persique prolongeait notre rôle, pendant la guerre froide et par la suite, de gendarmes du monde et de régulateurs de l'économie mondiale. Mais l'administration Trump ne s'intéresse à aucun de ces 2 rôles. Il s'agit soit de mettre Israël en premier dans la région, soit de mettre l'Amérique en premier à l'échelle mondiale. La communauté internationale a donc un intérêt en jeu ici qu'elle semble négliger à son propre détriment. Et je terminerai simplement sur cette idée à propos du détroit d'Ormuz, en notant que Donald Trump s'est taillé une camisole de force dans le détroit. Straight, S-T-R-I-A-T, le même mot, pas straight au sens de ligne droite, malgré le texte habituel qui s'affiche dans les programmes vidéo. Je voudrais terminer par une brève question sur la diplomatie, puisque vous allez prononcer un discours après cette interview. Mais d'abord, une seule question sur la Turquie et son rôle dans la région. Nous avons vu dans les informations qu'il y avait, je ne sais pas si je dois parler de mauvaises relations entre Israël et la Turquie, mais en tout cas, ce n'est pas simple, c'est compliqué. Netanyahou ne semble pas apprécier Erdogan ni le nationalisme turc. Les États-Unis, bien sûr, veulent vendre des armes. Comme le dit Donald Trump, personne ne nous dit ce que nous vendons,
ni à qui, ce qui n'est pas vrai d'ailleurs. Oui. Et puis il y a un énorme conflit d'intérêts, en Syrie en particulier, à un moment où la Syrie ou l'État syrien n'est pas du tout fort et reste vulnérable à la concurrence étrangère. Alors, comment voyez-vous le rôle ou les ambitions de la Turquie dans la politique d'Asie occidentale? Et comment ça dans une politique des grandes puissances dans la région? Play out in terms of great power politics in the region? Well, Turkey is a great power both in the European. Eh bien, la Turquie est une grande puissance dans le contexte européen, eurasiatique et ouest-asiatique, et on ne peut pas l'ignorer. Je qualifierais ses relations avec Israël d'antagonistes. L'opinion publique turque est, dans son immense majorité, écœurée par le génocide à Gaza et hostile à Netanyahou et à son gouvernement. Elle est violemment opposée au sionisme fanatique qui dirige aujourd'hui Israël. Tout aussi opposée, dois-je ajouter, à sa forme islamique, à savoir l'État islamique. Je veux dire qu'il n'y a vraiment plus beaucoup de différence entre le sionisme et son rapport au judaïsme, d'une part, et l'État islamique et son rapport à l'islam, d'autre part. Ce sont tous deux des perversions déviantes des principes religieux fondamentaux qui ont traditionnellement prévalu. That have prevailed traditionally. Israel understands very well that Turkey Israël comprend très bien que la Turquie occupe une place centrale dans la géopolitique. Elle exerce une influence considérable et constitue un partenaire essentiel dans les relations avec l'Asie centrale, la Russie, l'Union européenne, l'OTAN, la Syrie, l'Irak, l'Iran, la Grèce, Chypre, les Balkans, la Méditerranée orientale, la Palestine, les Arabes du Golfe, l'Afghanistan, qui se situe bien sûr entre l'Asie du Sud et l'Asie centrale. Et c'est une force majeure dont l'influence s'accroît dans les affaires africaines. C'est aussi une relation clé pour les États-Unis, et elle est antagoniste envers Israël. Les penseurs stratégiques israéliens la considèrent comme un ennemi potentiel, un ennemi actif. Cette lutte a donc pris une tournure réellement amère. Monsieur Erdogan est bien sûr un homme politique très habile, quelles que soient vos opinions sur sa politique. Et il utilise avec beaucoup d'habileté l'hostilité arabe et iranienne envers Israël à son propre avantage politique, afin de reconstruire une influence turque traditionnelle dans toute la région, y compris dans la Corne de l'Afrique. Il s'agit donc au fond d'une compétition pour l'influence et les sphères d'influence entre Israël et la Turquie. Je voudrais faire une remarque. Elle est didactique et triviale, mais elle peut être intéressante. Quand vous prononcez Erdogan, ce G avec un petit signe au-dessus est tout ce qui reste de l'écriture arabe dans l'alphabet turc latinisé. Il existe en arabe une lettre appelée wa, qui correspond à un doré dans l'alphabet international habituel. Et c'est ce que ce signe était censé représenter. Donc, les gens qui ont conçu l'alphabet latin pour le turc y ont conservé un petit élément de l'écriture arabe, et ce G se prononce comme un DUI. Alors tout le monde fait la même erreur. Moi aussi je l'ai faite. Comme je suis très bête, il m'a fallu plusieurs jours en Turquie pour commencer à comprendre que je ne lisais pas cette lettre correctement. Quoi qu'il en soit, la Turquie ne va pas disparaître. Elle est là, sous une forme ou une autre, comme force dans la région depuis des milliers d'années, à commencer par les Hittites, qui ont brièvement dominé la région vers 1500 avant Jésus-Christ. Israël a donc raison de s'inquiéter de l'orientation prise par la Turquie. Mais il est bien sûr totalement faux d'imaginer qu'il puisse contrer la Turquie par la force militaire. Les Turcs ne sont pas des amateurs en matière d'usage de la force, comme vous le dira n'importe quel Kurde ou Nord-Coréen. Oui, merci d'avoir relevé cette erreur sur G et Dwebe. Je voulais terminer en vous interrogeant sur la diplomatie. Puisque vous avez dit que vous alliez donner une conférence très prochainement, pourquoi cette conférence maintenant? Beaucoup d'entre nous se demandent quel sera le rôle de la diplomatie à l'avenir.
à une époque caractérisée, enfin, vous savez, par des gros titres davantage tournés vers les guerres et les sujets plus sensationnels. Les drones, les missiles, la France, la Russie, la Corée du Nord, l'Iran, la Chine, par opposition à l'Occident. C'est en ces termes que la géopolitique est présentée dans les médias. Et bien sûr, la diplomatie est à l'œuvre partout. Je pense que les Chinois la pratiquent à leur manière. Mais voilà, pourquoi cette conférence? Et quelle est votre réflexion sur le rôle que joue la diplomatie? What is your thought about the role of diplomacy going Well, I'm actually appearing on a program. Eh bien, je participe justement à une émission animée par Ian Proud, qui se qualifie lui-même de marchand de paix. C'est un diplomate britannique qui a servi en Russie et qui a eu des problèmes avec la politique du Royaume-Uni à l'égard de la Russie. Selon lui, cette politique a fondamentalement mal compris les réalités russes et s'est révélée contre-productive. Il m'a invité à parler de diplomatie, un sujet qu'il connaît très bien. Je le ferai donc avec plaisir. Je dirais simplement que les médias aiment les choses qui explosent dans la nuit et qui, vous savez, illuminent tout par leur force explosive. Mais ça, vous savez, au mieux, c'est une diversion. La diplomatie continue, même pendant les guerres et surtout pendant les guerres. Ici, je pense que l'exemple classique, c'est la diplomatie chinoise durant la guerre sino-indienne de 1962 et la guerre sino-vietnamienne de 1979. Dans les deux cas, les Chinois ont utilisé la force pour faire passer un message diplomatique. Et dans le cas de l'Inde et de Hanoï, New Delhi et Hanoï ont gardé leurs ambassades ouvertes et opérationnelles pendant les guerres, contrairement à la pratique européenne qui consiste à retirer les ambassades. Ça, Parce qu'on ne veut pas perdre le contact avec l'ennemi, ni sur le plan diplomatique, ni sur le champ de bataille. Si on le perd, on risque d'être pris par surprise. Votre ennemi peut mal comprendre vos motivations et vos intentions. Il faut donc garder les canaux diplomatiques ouverts. C'est la grave erreur qu'a commise l'Occident dans ses relations avec Moscou, comme avec Téhéran. Cela conduit à se faire des illusions sur la situation intérieure des pays dirigés depuis ces capitales et sur les motivations qui guident leur politique étrangère. Mais permettez-moi de conclure en disant que nous vivons actuellement dans le nouveau désordre mondial. C'est un ordre dans lequel, comme je l'ai soutenu, nous assistons à l'émergence d'un monde multinodal. Un nœud étant un point de connexion entre de multiples relations économiques, politiques, mystage en Ervelimper, et ainsi de suite. Et les nœuds forment des réseaux, et les réseaux comme les nœuds évoluent avec le temps. Donc en réalité, les nœuds sont en 4 dimensions, plutôt que dans l'idée en 2 dimensions d'un pôle ou d'un monde multipolaire qui ne fonctionne que sur une base bipolaire. Nous entrons dans un monde bien plus complexe. À certains égards, cela ressemble à l'environnement d'équilibre des puissances de l'Europe du XIXe siècle. Mais bien sûr, c'est infiniment plus compliqué, parce qu'au lieu de 5 puissances, il y en a beaucoup plus. Et il y a des hégémons régionaux, ainsi que des prétendants à une influence mondiale. Ma thèse, c'est donc que la diplomatie est aujourd'hui occultée par l'attention médiatique mal orientée sur les grands bouleversements et par la négligence de ce qui se passe sur le plan géopolitique. En partie à cause de ces bouleversements, mais aussi en partie à cause de communications entre les capitales qui ne sont pas visibles. Mais ce désordre conduira, à mesure que l'ordre multinodal émergera, à un renouveau explosif de la diplomatie comme élément central de l'art de gouverner. Ainsi, pour un pays comme l'Inde, qui a traditionnellement préservé avec beaucoup de soin son non-alignement, cela signifie adopter une stratégie diplomatique plutôt que principalement militaire. Bien sûr, vous avez le problème de la gestion de l'hégémonie en Asie du Sud, ce qui n'est guère apprécié par certains de vos voisins.
Mais vous avez un excellent ministre des Affaires étrangères qui comprend clairement ce qu'il fait. Et il existe une tradition diplomatique indienne enracinée dans de nombreuses sources. La tradition britannique, la période moghole et une période antérieure, celle de l'Arthashastra. Donc je pense que la diplomatie n'est pas morte. I think diplomacy is not dead. Like a phoenix that is burned in the Comme le phénix qui brûle dans l'âtre et se reconstitue, qui renaît, elle renaîtra. it will be reborn. Ce n'est pas négligeable. C'est quelque chose qu'il faut étudier. And by the way, you can't explain Et d'ailleurs, on ne peut pas l'expliquer entièrement par la théorie des relations internationales, qui est un produit de la guerre froide, and very heavily très fortement orientée vers la théorie des jeux et culturellement autiste. and which is Elle ne tient pas compte des facteurs culturels. Donc si je traite avec des Indiens, des Chinois, des Thaïlandais ou des Indonésiens, je dois adopter des approches différentes pour chacun, parce que les facteurs culturels, le raisonnement, la connaissance de l'histoire, le contexte et les intérêts nationaux sont tous différents. historical knowledge. Je pense donc que la diplomatie est sur le point de connaître une renaissance. So I think diplomacy Malheureusement, je ne serai plus là pour la voir, parce que cela va prendre du will temps. not be around to see it. Mais je suis convaincu de cette prédiction. But I'm confident of that prediction. Yeah, you never know. Oui, on ne sait jamais. Parfois, les choses peuvent aller très vite. Nous allons en rester là, ambassadeur Freeman. Cette conversation a été extrêmement utile et éclairante. Merci beaucoup pour votre temps. Je vous en suis reconnaissant. Thank you so much for your time. I appreciate it. Eh bien, je suis heureux que vous fassiez ce que vous faites, monsieur le juge. Continuez comme ça. Merci. Thank you. Hi, my name is Ayushman. Bonjour, je m'appelle Ayushman. Avec Jyotishman, nous avons lancé cette plateforme. Ces 2 dernières années, nous avons essayé de créer du contenu pour la gauche et les forces progressistes. Jusqu'à présent, nous avons interviewé des économistes, des historiens, des commentateurs politiques et des militants. Si notre contenu vous a plu jusqu'ici et que vous souhaitez nous aider à constituer des archives pour la gauche, j'ai 2 demandes à vous faire. D'abord, pensez à faire un don pour cette cause. Le lien se trouve dans la description ci-dessus. Et si vous ne pouvez pas le faire, ne vous sentez pas mal. Vous pouvez toujours aimer nos vidéos et les partager avec vos camarades. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner. Don't forget to hit the subscribe button.